Bonjour à tous, bienvenue au plateau de Cardio Online aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2018. Pour la première fois cette année, il y a une session commune Société française de nutrition, Société française de cardiologie avec la thématique risque cardiovasculaire et microbiote. Thématique émergente. On a la chance d'avoir un spécialiste français, Jacques Amar de Toulouse. Donc d'abord, bienvenue. Merci. Alors, pour les auditeurs de Cardio Online, le microbiote, c'est quoi aujourd'hui les grandes avancées de cette thématique? Donc le microbiote, très simplement, c'est l'ensemble des micro-organismes avec lesquels nous cohabitons. Ils revêtent nos épithélias, la vessie, les bronches, bien entendu l'intestin, où ils forment une communauté extrêmement nombreuse. Mais, et nous l'avons montré, ils sont également présents dans nos tissus. D'accord. Alors, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des relations maintenant clairement établies entre le microbiote intestinal et le risque cardiovasculaire? Il y a effectivement des relations établies et de type causal entre le profil du microbiote, ce que également produit ce microbiote, et les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le diabète et l'hypertension artérielle. C'est donc le développement des facteurs de risque ou est-ce qu'il y a un lien direct sur le développement de la pathologie, en particulier l'athérosclérose? Alors il a également été démontré, c'est là où ça devient très intéressant, des liens directs et de causalité là aussi entre le microbiote, ce sont tous les travaux en particulier de Stéphane Hazen, et les événements cardiovasculaires au travers de la production de métabolites bactériens comme le triméthylaminoxyde, peu importe. Mais donc on voit arriver une nouvelle manière de concevoir le facteur de risque avec le microbiote qui pourrait faire un pont supplémentaire entre les principaux facteurs de risque cardiovasculaire que nous connaissons bien, l'hypertension, le diabète, également les habitudes diététiques, et de l'autre côté, les événements. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, un patient diabétique, en fonction de son microbiote, quel que soit l'équilibre de son diabète, n'aurait pas le même risque cardiovasculaire. Absolument. Et à quel niveau? On a un niveau, un seuil à peu près? Alors, ce qu'on pourrait, si on raisonne, si vous voulez, si on raisonne sur des grandes masses, on sait qu'avec l'étude Intera-Heart, les grands facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, le tabagisme et la consommation de fruits, très important, expliquent quasiment la totalité du risque cardiovasculaire. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'on contrôle ces facteurs de risque, eh bien, on n'arrive pas à abaisser, à remettre à zéro les compteurs. On garde un risque cardiovasculaire résiduel important. Et donc, c'est cette différence qui est peut-être expliquée par le microbiote. Donc le microbiote a un rôle de plus en plus important dans l'évaluation des facteurs de risque et sur l'impact des facteurs de risque. Alors le cardiologue lambda, il le mesure comment? Des prises de sang, des prélèvements de sel, de la génétique? Alors pour le moment, le cardiologue lambda ne l'évalue pas, c'est le chercheur qui l'évalue. Il évalue de deux manières, soit à travers la carte d'identité des bactéries présentes dans nos tissus et sur nos épithélias, soit en dosant des métabolites, des produits que fabriquent les bactéries ou que portent les bactéries. Je pense en particulier à l'endotoxine, le lipopolysaccharide bactérien. Je pense au triméthylaminoxyde, dont le rôle causal dans le développement de l'athérosclérose a été démontré. Voilà. J'ai vu là aussi qu'il y a des papiers qui montraient qu'en fonction de notre niveau en post-infarctus, le risque cardiovasculaire de récidive ou d'événements majeurs était différent. Alors ça, c'est aussi des pistes très importantes. C'est certainement un facteur confondant qui explique les liens microbiote pathologie cardiovasculaire. C'est un élément qu'on va apprendre à déchiffrer, à manipuler pour expliquer ce risque de nos patients, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. D'accord. Et donc, on connaît l'impact du microbiote, on connaît le dosage, maintenant les voies de dosage qui sont encore à confirmer. Est-ce qu'il y a des cibles thérapeutiques majeures? La greffe, les thérapeutiques pharmacologiques? Alors, les objectifs thérapeutiques, quand on veut moduler la relation entre le microbiote et l'hôte, on a plusieurs effectivement moyens. Le premier moyen, c'est de modifier ce microbiote, soit par la transplantation fécale qui a été évoquée, soit par la manière dont on s'alimente, tout simplement, les prébiotiques. Deuxième manière de modifier cette relation, c'est agir sur la barrière intestinale, qui est quand même le grand lieu de régulation des relations entre l'hôte et son microbiote. Et enfin, agir sur ces petites molécules fabriquées par le microbiote et qui viennent directement interagir avec nos cellules. C'est les trois voies, à mon sens, qui peuvent nous permettre d'aller vers des thérapeutiques. Et dernière question, est-ce qu'on a déjà des idées de l'impact du microbiote sur les patients dits non répondeurs ou surrépondeurs aux thérapeutiques?
En particulier, je pense aux patients séropositifs. On sait qu'ils n'ont pas la même réponse aux thérapeutiques. Et est-ce que le microbiote serait une voie aussi d'explication à cette non-réponse? Ça, c'est une hypothèse très intéressante. À ma connaissance, il n'y a pas actuellement de thérapeutique ciblée, publiée, destinée aux patients séropositifs pour le VIH. Ce qui a été par contre parfaitement bien montré, c'est les différences d'entérotype de microbiote intestinal et surtout des différences dans le niveau de la translocation des bactéries de l'intestin vers les tissus de ces patients-là. Bon, Jacques Amarc, merci. Alors, pour nos auditeurs, une session à suivre impérativement, session commune Société française de nutrition, Société française de cardiologie, avec le microbiote qui va être aujourd'hui un acteur majeur en termes diagnostiques des maladies cardiovasculaires et du risque cardiovasculaire en prévention primaire ou secondaire, et surtout probablement une piste thérapeutique très importante dans les années à venir. Encore merci Jacques Amarc. Merci.